Salut Lana. Bonjour. Bon, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans ce live. Merci de Euh, m'accueillir. donc, déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours vers la céramique? Est-ce que toi, ça a été une formation initiale? Est-ce que c'est une reconversion? Comment tu t'es formée? Dis-nous tout ça. Alors déjà, bonjour tout le monde, tous ceux qui sont là. Désolée pour les petites minutes de retard, mais c'est la première fois que je fais un live, donc voilà. Du coup, je m'appelle Lana et du coup, je suis céramiste de formation. Enfin, j'ai commencé mes études par du design industriel à Paris, à Olivetia. Et en fait, dans cette formation de design, j'ai rencontré la céramique parce qu'il y avait une option, en fait. Et de là, je suis partie aux Arts décoratifs de Strasbourg, où j'ai fait une licence puis un master en céramique, avec cette chance incroyable de pouvoir partir un semestre, enfin oui, une demi-année en Corée du Sud. Donc voilà. Trop bien. Là où j'ai appris aussi un peu le verre, donc, qui est un peu complémentaire avec la céramique. Donc voilà, Et qu'est-ce qu'on mon parcours. apprend, qu'est-ce qu'on apprend dans une licence et un master de céramique? Alors en France, parce que je pense que c'est pas pareil partout, mais en France, en tout cas dans les écoles d'art, pour aux arts décoratifs, on apprend en fonction de ce qu'on a envie d'apprendre. Donc, enfin, à l'époque où j'étais, ça fait 10 ans maintenant, donc je sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a 10 ans, on a des projets, et puis en fonction des projets, les profs, ils sont là pour nous épauler, et en fait, on va un peu dans la direction qu'on a envie, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de tout voir si on n'a pas envie de tout voir. Mais en même temps, ça permet d'approfondir. Enfin, c'est une démarche, je pense, bien française du truc, parce qu'en Corée du Sud, c'est pas du tout comme ça. Mais du coup, ça a permis vraiment d'approfondir les champs qui nous intéressaient. Voilà, en gros. Et donc, quand tu dis qu'en Corée du Sud, c'était pas du tout comme ça, pourquoi? C'est ce qui a fait. Bah, en Corée du Sud, alors j'y suis restée que 6 mois là-bas, mais en tout cas, les cours, ils ont vraiment des cours très théoriques pendant 3 ans, pendant leur licence. C'est vraiment Ils ont des cours où ils apprennent du moulage, du tournage. On avait 2 journées consacrées au tournage, par exemple. Euh, Et ensuite, leur master, ils développent un projet, comment dire, personnel, où là, du coup, ils sont obligés de présenter quelque chose avec ce qu'ils ont pioché en fait dans leur licence. Ok, bon, cool. Bon, en tout cas, c'est super intéressant de pouvoir s'enrichir. Pendant 6 mois, d'aller pendant 6 mois en Corée, ça a été une super expérience, quoi. Ah bah franchement, oui, je conseille. Pour ceux qui peuvent. C'est une très belle expérience, même humaine, en fait, de rencontrer des gens à l'autre bout de la planète et d'apprendre leur métier qui est le même que le nôtre, qui est enfin, c'est la céramique, ça s'apprend depuis des millénaires sur toute la Terre. Donc du coup, c'est assez drôle comment on fait vraiment les choses de la même manière. Et en même temps, il y a quand même des différences. Enfin, c'est voilà, à vivre quoi. Si vous avez la chance de pouvoir partir à l'étranger, rencontrer des céramistes, c'est une chance quoi. Bon, super. Toi, tu as un univers qui est très marqué. Donc, j'invite tout le monde à aller voir ton site, à voir tes créations. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Est-ce que ça a été une évidence pour toi de te lancer là-dedans? Est-ce que tu as cherché un petit peu et tu t'es trouvé par la suite? Comment t'as fait? Bah, je pense que l'école, enfin, en tout cas la céramique, début de mon travail, c'était très marqué par l'école et les rencontres que j'y ai faites. Et puis à la sortie de l'école, mon travail à l'école n'était pas du tout comme je l'ai aujourd'hui et qu'on voit sur les réseaux sociaux. Euh, J'étais à fond dans les émaux à l'époque. J'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches d'émail et puis je travaillais sur la recherche. Je fabriquais des pierres précieuses. Je récupérais des poussières d'étoiles. Enfin, il y avait tout un univers onirique, mais très chimique en même temps parce que j'étais vraiment à fond dans les compositions, essayer d'avoir un émail qui brille, de faire des cristallisations. Et puis quand je suis sortie de l'école, en fait, je sais pas, j'ai eu une sorte pas de déclic, mais il y avait un truc où je me rendais compte que c'était un peu difficile pour le grand public de rentrer dans mes histoires de pierres précieuses, etc.
Et en même temps, je crois que j'avais toujours voulu faire de la sculpture et du coup, et à l'école d'art, pareil aux Arts Déco, c'était pas hyper bien vu à l'époque parce qu'il y a des modes dans les écoles d'art évidemment. Et du coup, bah, je sais pas, je me suis un peu lâchée quand j'avais plus de profs derrière le dos. Et j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et, et ça a marché, je sais pas marché, mais en tout cas, de fil en aiguille, j'ai fait des expositions. Et puis après, j'ai fait d'autres rencontres qui m'ont emmené à faire d'autres choses. Aujourd'hui, je fais beaucoup d'instruments de musique et ça, bah, c'est quand j'ai rencontré mon compagnon, il y a maintenant 6 ans, 5 ans, un truc comme ça, qui est musicien. Et puis, on a commencé à faire des instruments de musique lors d'un workshop. Et puis, bah voilà, 5 ans après, je fais des installations dans l'espace public avec des gros sifflets. Donc, voilà, je veux dire que mon travail, c'est des rencontres, des expériences que j'ai faites. Mais il y a pas de, j'avais pas une idée précise quand je suis arrivée en céramique. J'avais juste envie de découvrir plein de trucs. Et c'est les trucs que j'ai découverts qui font que qu'aujourd'hui, bah, mon travail, il est ce qu'il est, quoi. Voilà. Donc toi, tu as un univers qui est très coloré. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu utilises? Quel type d'oxyde métallique ou de colorant de base est-ce que tu privilégies dans ton travail? Alors, j'utilise de tout. Voilà. J'ai la chance de pouvoir, ben, d'avoir une formation quand même assez longue en céramique et du coup, j'ai vraiment vu tout ce que j'avais envie de faire. Et puis, comme je vous ai dit au début, j'étais très branchée couleur, émail, etc. à l'école, donc j'ai vraiment beaucoup approfondi ça. Et du coup, on va dire que j'utilise ce que j'ai besoin pour et ce que j'ai envie comme rendu dans mes pièces pour avoir. Donc, j'utilise vraiment des engobes, des oxydes métalliques en mode de jus. J'utilise aussi bien des émaux haute température. J'utilise aussi du lustre et de la peinture sur porcelaine depuis peu. Je me suis mise à ça. Donc voilà, en fonction de, ouais, vraiment de ce que j'ai envie comme rendu. Ça Ouais, m'arrive mais aussi de pas les de limite, colorer dans quoi. la masse. Pardon? Mais pas de limite. Ouais, enfin après, si j'ai des limites techniques, parce qu'il y a des trucs que je sais pas. Mais si je sais pas, bon, c'est pas grave, j'essaye, quoi. Un truc un peu comme ça. J'essaye. Voilà. Et puis, bah, forcément, il y a des ratés, mais à force de faire, Mais c'est comme la pour première tout, hein, mais pièce, elle est pas visible. Et puis... Pardon? La céramique, c'est quand même super expérimental. C'est un domaine Oui, c'est ça, il n'y a où, rien de... limite, si tu ne respectes pas les règles, c'est là aussi où tu peux obtenir en fait des rendus qui te plairont à toi et qui seront aussi différents de ce que fait tout le monde. Exactement. Moi, je compare souvent la céramique un peu à la langue française, c'est-à-dire qu'il y a les grandes lignes, et puis en fait, il y a plein d'exceptions. Et souvent, bah, les plus belles poésies, elles sont pas forcément faites avec bah, les grandes lignes, quoi. Donc voilà, faut tester, faut essayer des trucs. Est-ce que tu peux nous parler donc justement des jus d'oxyde? En gros, qu'est-ce que c'est un jus d'oxyde et comment en fait tu t'es un peu lancé toi dans les jus d'oxyde? Comment tu t'y intéressé? Alors, le jus d'oxyde, c'est le truc le plus simple, je pense, qu'on peut faire en décor céramique, c'est-à-dire qu'on met de l'eau et des oxydes métalliques. Donc pourquoi j'ai fait ça au début? Je dirais pas que c'est pour ma pratique personnelle, c'est plus dans le cadre de mes cours. Parce que j'enseigne et j'enseigne depuis que je suis sortie de l'école, donc depuis 10 ans. Et c'est la manière la plus simple de mettre en place de la couleur sur une pièce. Ou en tout cas la moins, pas la moins onéreuse, parce que l'oxyde ça peut coûter assez cher. Mais en tout cas où il faut le moins de matériel, quoi. Et du coup, voilà. Et j'ai entrepris à faire de la recherche. On avait fait à l'école. Ben, les oxydes, je les utilisais plutôt pour mes engobes et mes émaux. Mais du coup, en jus d'oxyde, j'ai commencé vraiment à faire de la recherche avec du coup les élèves que j'avais en cours, aux Beaux-Arts, de Boulogne-sur-Mer, puis de Calais, puis d'autres écoles sur l'île. Et voilà. Et on a fait une petite palette et qui se retrouve sur, du coup, de toutes ces recherches. On a fait un site internet, enfin, j'ai fait un site internet, mais avec du coup les recherches de tous ces cours, qui s'appelle Couleurs céramique, et où on a répertorié. Alors, j'ai pas du tout mis, j'avoue, je me suis arrêtée euh, dans comment on dit ça? Le répertoriage, Oh, ouais, on va c'est dire ça ça. comme ça. Parce que par manque de temps, mais oui, j'aurais des émaux à mettre et encore plein de recettes, mais en gros, voilà, c'était dans cette idée de, on avait commencé des recherches, on poursuit d'ailleurs, et puis on les met sur Internet pour partager, parce que voilà, en Ben, céramique, je c'est pense que top. ça, Et moi, je t'ai connu comme ça quand j'ai fait le. Quand
il y a quelques années, j'avais fait un article comme ça sur les jus d'oxyde. Et donc, j'avais trouvé ton site internet. Et après, j'ai le livre de Philippe Pirard. Je pense que c'est Philippe, je suis pas sûre. C'est Et ça. donc, pour moi, voilà, vous avez été les deux références qui étaient les plus complètes vraiment sur ce sujet. Donc, top. Donc, les jus d'oxyde, donc c'est un truc qui est assez simple, mais toi et comment est-ce qu'on peut les appliquer sur une pièce? Est-ce qu'on les applique sur une pièce à texture cuir encore? Sur comment est-ce qu'on fait? Alors là, il y a plein, je vais vous dire des grandes lignes, mais encore une fois, je pense que bon, il faut pas forcément écouter ce que je dis. Je pense que tout se On teste. écoute et après on oublie, quoi. Mais alors, pour tous les tests que j'ai réalisés, je pense que ce qui est mieux, c'est de réaliser sur du biscuit, déjà. Enfin, alors ça dépend du type de décor qu'on a envie de faire. Mais en gros, si on veut faire non, un décor vraiment classique, le jus d'oxyde sur biscuit, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'en fait, le biscuit va absorber le jus d'oxyde. Il va pas s'étaler. On peut le faire sur du cru, mais c'est un peu plus dangereux parce que comme c'est de l'eau, enfin bon voilà, il y a toujours ce risque-là. Et puis il y a peut-être une plus grosse diffusion et en même temps une moins bonne absorption du jus. Donc je pense que ouais, le mieux c'est de le mettre sur le biscuit. Et une pièce qui serait pas. Enfin c'est ça, après en vrai, ça dépend de ce que vous faites comme céramique parce que le jus d'oxyde ça marche sur tout. Voilà, ça marche sur tout type de pièce, sur tout type de terre. Donc, allez pas changer votre pratique Pour ou le jus votre type d'oxyde. de terre pour faire ça, quoi. Donc, en vrai, l'idéal, voilà, le jus d'oxyde, ça marche bien sur une terre blanche qui n'est pas trop chamottée parce que du coup, la chamotte, ça empêche l'absorption. Donc, ça veut dire, enfin, la pièce va moins absorber d'eau. Donc, si vous mettez enfin, si vous prenez une terre trop chamottée, le jus d'oxyde, il va être moins intense. Encore que, il faudrait mettre plus de couches. En fait, donc voilà, il n'y a pas de. Et après, plus la pièce sera fine, mais ça marche aussi pour les émaux et pour tous les autres types de décors, et ben moins la pièce va absorber le décor, ce qui fait que vous aurez des couleurs moins intenses. Ou il faudra repasser vraiment plein de fois, attendre que ça sèche. Enfin, après, il faudra mettre en place des techniques de pose un peu plus laborieuses, quoi. Voilà. Mais vraiment, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas changer sa pratique pour une technique de décor. Enfin, pardon, c'est un peu bête ce que je suis en train de dire. Je pense qu'en fonction du projet que vous avez envie de faire, et le jus d'oxyde ça marche sur tout, donc il faut vraiment pas se limiter et se dire je vais faire un jus d'oxyde sur une terre blanche parce que je veux envie et que si vous avez une super sculpture en terre rouge et que vous avez envie d'essayer de mettre du cobalt dessus, bah allez-y et vous verrez ce que ça va donner quoi. C'est ça que je veux dire. Bon, ben, top. Justement, on a une question. Euh, Quelle est la différence? Est-ce qu'on peut pratiquer le jus d'oxyde aussi avec des colorants de masse? Et quelle serait la différence entre colorant de masse et oxyde métallique? Et ouais. Bah oui, vous pouvez faire des jus de colorant de masse, ça marche aussi. La différence c'est que le colorant, lui, il a déjà la couleur qui va ressortir telle quelle en fait. Ce qui fait je sais pas si on peut dire une différence, mais c'est peut-être un peu moins amusant que les oxydes qui se révèlent du coup à la cuisson. Ou un peu moins surprenant, ouais. Mais Oui. ça peut marcher, on peut faire des jus de colorant. Et Après, peut-être s'il en faut aussi un peu plus. Pour les colorants de masse, il faudra un petit peu plus. oui, pour que ça soit, ouais, les colorants de masse, pour que ça soit pétant, il faut en mettre beaucoup, quoi. Et après, ce qu'on peut faire, on peut rajouter aussi dedans un peu de frites pour que ça soit un peu, enfin que ça colle mieux, quoi, un peu brillant. Ok, bon, ben, super. On a une autre question qui était, c'était quoi la question? C'est, en gros, j'ai mis du d'oxyde sur ma pièce, j'ai émaillé dessus et en fait, l'émail posé dessus a fait disparaître tout le jus d'oxyde. Est-ce Ah, que tu as ça déjà c'est, vu ça? Est-ce que c'est un problème qui peut être assez courant avec les jus d'oxyde ou pas? ça va dépendre des jus. Je pense que ça dépend de, par exemple, l'oxyde de fer ou l'oxyde de manganèse. Ça dépend des émaux, mais bien souvent, sur une couverte classique, le jus d'oxyde de fer, il disparaît.
Après, ça dépend aussi de la consistance de... Enfin, ça dépend de la composition de l'émail, en fait, de la couverte. Donc, c'est pas mal de tester avant. Parce qu'il y a forcément une réaction entre le jus d'oxyde et puis si vous mettez une couverte par-dessus, bah ouais, ça peut disparaître, ça peut phaser, ça peut faire plein de choses différentes. Du coup, bah, de toute façon, c'est pas mal de faire des essais avant. Mais généralement, le jus d'oxyde de fer et manganèse à haute température sous une couverte, non, pas Ouais, trop. il Mais ressort après, il y bien. en avait très peu, hein. Je peux donner des exemples. J'ai- Ah, trop Le bien chrome, ça. c'est tout. Donc là, t'as quoi? Enfin, T'as voilà. du cobalt ici, t'as Non, j'ai du... le truc. Le fer, il est où? Le fer, voilà. Le fer, par exemple, il est plus là. Enfin, sous couverte. Ah, ici, ouais. Ok, ah Ah, oui, voilà. hors couverte et sous couverte. Ah oui, il est quand même vachement dilué, quoi. En tout cas, dilué. Sa teinte, elle est très atténuée, quoi. Ouais. Bah, si vous faites du décor avec, ça m'est déjà arrivé de faire une boulette comme ça. J'ai fait du décor de tout, de pièces avec du jus d'oxyde de fer. En pensant que c'était du cobalt et après cuisson, tout avait disparu. Voilà. Toujours mettre des étiquettes sur cette peau. Vrai bon conseil, ça. Leçon de débutant, mais oui. Euh, donc, ouais, en fonction des oxydes et en fonction des couverts, donc quelquefois ça peut disparaître. Donc ça, c'est plus à haute température qu'à basse température. Est-ce qu'il y a des règles pour les cuissons? Alors, bah, encore une fois, je pense que ça dépend de comment vous cuisez, quoi. Alors, en haute température, les couleurs, elles vont être un peu... Enfin, ça dépend. Il y a des teintes qui vont... Il y a des oxydes qui vont plus se révéler que d'autres. Mais généralement, ils sont un peu plus ternes qu'en basse température. Voilà. Donc après, ça dépend de votre technique de cuisson. Si... Moi, personnellement, je fais que de la haute température. Très, très rarement de la basse température. Enfin, j'en fais dans les institutions... Souvent, dans les écoles, on demande de faire de la faïence, donc on fait de la faïence dans les écoles. Mais dans mon atelier, je suis de la haute, et du coup, j'utilise des jus d'oxyde sur de la haute température. Mais du coup, les couleurs vont pas être les mêmes. Donc c'est pareil, il faut tester, quoi. Ok. Voilà. Euh, Après, Judith Pira, là, dans son livre de référence, qui est un... Si vous voulez commencer les jus d'oxyde, je pense que c'est un très bon bouquin. Je l'ai. J'ai pris. ah, top. Mais lui, il cuit à 1100 quelque chose, 1180, quelque chose comme ça. Parce qu'il estime que c'est là où ça se révèle plus, les couleurs. Mais moi, je trouve ça assez contraignant parce que ça veut dire que toute votre pratique, elle doit, si vous avez déjà une pratique et vous cuisez déjà à 1250, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez tous vos émaux, toutes Ça veut vos dire qu'il faut engobes et tout tout ça, rebasculer, quoi. en fonction de cette température-là. Donc bon, je sais pas. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que si vous faites de la faïence, bah, essayez le jus d'oxyde avec votre terre et votre température de cuisson. Et pareil si vous faites de la haute, quoi. Et du coup, vous choisirez vos oxydes en fonction de ce qui est le mieux pour vos pièces et votre cuisson à vous, quoi. Ouais. On a eu encore une autre question. Est-ce qu'on peut poser le jus d'oxyde et après émailler directement? Ouais, oui, 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 on peut. Ouais, possible. Ok, parfait. Oui, c'est possible. Donc, cette technique, tu disais qu'elle était assez simple. Est-ce qu'il y a du matériel particulier à avoir quand on veut se lancer à l'intérieur? Bah, faut se protéger. Il faut avoir un masque et des gants en plastique parce que c'est des oxydes métalliques et c'est pas très bon pour la santé. Et que si vous le travaillez, enfin, on travaille forcément sous forme de poudre au début. Donc, euh, donc ouais, faut se protéger, ça c'est la base, quoi, je pense. Et même si c'est des petites quantités, parce qu'on a tendance à se dire, ouais, ça va, et puis bon, voilà, je pense qu'il faut faire attention. Et après, matériel spécifique, il faut une petite balance de précision, c'est mieux, parce qu'on n'utilise pas des quantités phénoménales. Donc c'est bien d'avoir une balance vraiment précise. Et voilà. Et des mains. Et une envie de le faire. D'ailleurs, ouais, d'ailleurs aussi, on avait eu cette question. Est-ce que les jus d'oxyde sont alimentaires? Alors, les jus d'oxyde, bah, c'est pas. Alors, si vous mettez une couverte par-dessus et que votre. Normalement, tout se passe bien. Par contre, non, il ne faut pas mettre un jus d'oxyde, comment dire, sur une pièce sans l'émailler. Et puis, ouais, voilà, en fait, en gros, il faut mettre une couverte pour.
pour Oui, que ça devienne alimentaire. sur les parties en contact avec les aliments, là, on est obligé de protéger par les Exactement. couvertures Ah oui, alimentaires. si vous signez votre nom au jus d'oxyde de fer en dessous, c'est pas très grave. Mais en tout cas, on ne pourrait pas venir manger dans une assiette où ça serait comme ça. Oui, Bon, juste après, un jus d'oxyde, quoi. Elle a un petit jus ouais, d'oxyde de cobalt. c'est ça. Ouais. Toi, est-ce que Mais tu... Ouais, dis-moi. non, 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 j'allais me lancer dans un sujet que je ne connais pas, qui est obscur, donc je me taire. Alors, il y a quelqu'un qui demande ce que c'est une couverte. Une couverte, en fait, c'est un émail transparent. C'est l'autre nom qu'on dit, qu'on donne à un émail transparent. Euh, pour ceux qui veulent se lancer dans le jus d'oxyde, est-ce que tu aurais deux petits conseils à partager? Et ben, je pense que bah, pour commencer, essayez le cobalt, parce que c'est vraiment le. Alors, c'est le plus cher, peut-être, mais c'est vraiment celui qui fait le plus. Qui, a le... qui fait le plus d'effet, je trouve, en tout cas, et qui a un rendu assez simple. Surtout si vous faites du décor. Ah, je sais pas si j'ai une pièce à vous montrer. Attendez, je vais voir si je. Oui, le live sera en replay. Pour ceux qui se posent la question, ce sera en Ah, replay. c'est une pièce, pas une pièce de moi, c'est une pièce d'une copine Ah, qui c'est s'appelle beau. Lisa Polisson, qui m'a fait un petit bol à la naissance de mon fils. Et du coup, voilà, enfin, je trouve que le décor au jus d'oxyde de cobalt, c'est très très simple. Et ça fait un effet. Enfin, Ouais, ça rend, le contraste en fait est assez prononcé, ça rend super bien. ouais, c'est ça. C'est assez joli, quoi. Puis le bleu, c'est. Enfin, moi, ça me touche le bleu. Donc, voilà. Après, ça dépend des goûts, évidemment. Tu peux redire le nom de ton ami parce que je l'ai coupé. Elle s'appelle Lisa Pélisson. Mais bravo, bravo Lisa. Il y a quelqu'un qui pose la question, si on fait des incisions sur cru, on cuit une première fois et ensuite on applique le jus, puis on pose la couverte, est-ce que c'est OK? Attends, tu peux redire? On incise la pièce, on fait un trait incisé, Mhm. on fait un trait incisé, on cuit le biscuit, on met le jus d'oxyde et après on met la couverte. Est-ce que c'est bon dans le process? Ouais, ouais, je crois. Enfin, ouais, ouais, je pense que c'est bon. Bah, en fait, encore une fois, je pense qu'on peut vraiment tout faire. Enfin, il n'y a pas de. On peut poser du jus d'oxyde sur du cru, on peut poser sur du biscuit, on peut même le poser sur émail, en fait. Donc, Oui, on c'est peut vrai. vraiment. Le jus Le d'oxyde, c'est. cobalt, il y avait il y avait une technique traditionnelle. Je ne sais plus comment ça s'appelait où tu mettais directement le cobalt sur la couverte. Ouais, la majolique, Ouais, c'était peut-être ça, ouais. où en fait, on va mettre une couverte blanche, si je dis pas de bêtises, euh, à base d'étain, et ensuite, on va venir peindre avec des jus, ouais. Ouais. On a encore plein de questions. Comment savoir la concentration de l'oxyde qu'il faut, des oxydes? Et bah alors ça dépend de l'oxyde et alors soit vous faites des tests et vous tâtonnez longtemps, soit vous achetez le magnifique livre de Monsieur Philippe Pirat et là-dedans c'est un peu incroyable, ça va vous faciliter la vie. Il y a une sorte de petit livre qui vous dit, enfin, il y a une petite plaquette. Je fais la pub, je sais pas si j'ai le droit, C'est très mais bien. bon c'est une C'est référence très donc bien. voilà. Franchement, il est top. Là, vous avez à la fin du bouquin. Alors déjà, dans le bouquin, vous avez des recettes. Alors les jus d'oxyde, ça peut être juste. J'ai dit c'est hyper basique. Vous pouvez prendre un jus d'oxyde de cobalt, le mettre dans l'eau et c'est parti. Mais en fait, on peut aussi faire des mélanges et là, ça devient tout un monde. Et du coup, bah en fait, ce monde, voilà, Philippe Pirat, lui, il a testé. C'est un peu le Mont Molin, mais en version jus d'oxyde. Et du coup, voilà, il nous donne plein de recettes qu'on peut. Du coup, dans son bouquin, je sais pas combien il y en a. 460 recettes, donc pour s'amuser. Alors évidemment, c'est à tester sur votre terre et encore une fois votre température de cuisson, mais voilà. Et du coup, il y a dans ce bouquin aussi un truc qui facilite la vie et les recherches, c'est-à-dire qu'au début, il vous dit les concentrations d'oxyde par rapport aux quantités d'eau, voilà, qu'il faut mettre. Pas trop bien. Parce que évidemment, si vous mettez trop d'oxyde de cobalt, enfin, je parle d'oxyde de cobalt, hein, mais d'ailleurs, je sais pas si sur sa pièce ça se voit. Si vous faites ça un peu trop à l'arrache,
Et bah, en fait, si vous mettez trop de cobalt, par exemple, ou d'un oxyde dans de l'eau, après, ce que ça peut faire, c'est que ça peut faire un truc du genre comme un tatouage raté. Enfin, je sais pas si vous voyez. Ça fait des. Ça sort, ça se diffuse, quoi. C'est pas très, 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 très joli, La forcément. ligne est moins précise et en fait, ça se répartit un petit peu, quoi. Ok. Ouais, voilà, puis ça crame, donc c'est pas hyper joli. Donc c'est bien d'avoir un peu des notions, enfin des références de combien d'eau on met dans l'oxyde. Après, ça peut être aussi un peu plus aléatoire, mais bon, voilà. En tout cas, ce truc-là, ça existe, et que si vous voulez pas faire de bêtises, bah, et pas faire dans des recherches trop empiriques, je pense que ça peut pas mal aider. Bon, ben super. Autre question. Est-ce que ça t'arrive jamais que tu aies cette poudre de jus d'oxyde qui tombe dans ta couverte, justement? Alors ça, si, évidemment, mais je pense que ça c'est pareil quand on pose des émaux et tout ça. Alors, bah, il n'y a pas vraiment, enfin, il y a une solution, c'est soit vous émaillez, vous avez la chance d'avoir une cabine d'émaillage, et du coup ça n'arrivera plus. Soit, plutôt que de gâcher, en fait, quand ça se passe, ça, en gros, vous plongez votre pièce et en fait, l'émail, il reste l'oxyde, normalement, il reste en surface, hein, il ne doit pas plonger dans le. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est après renlever minutieusement avec une petite cuillère ce qui serait en surface. Mais dans tous les cas, je conseille quand même de garder une quantité. Mettez pas votre couverte, vos 10 kilos de couverte, et trempez pas vos pièces au jus d'oxyde dedans si vous faites pas que ça dans votre vie. Parce que à force, la couverte, elle va quand même prendre une petite teinte, quoi. Parce que les oxydes colorants, c'est quand même très puissant. Donc, vous risquez de finir par avoir une couverte qui est moins. Enfin, ouais, qui a une teinte, quoi. Donc, moi, je vous conseille de mettre une petite quantité à côté, là où vous trempez vos trucs, et faire ce truc de on enlève de temps en temps Enfin, dès qu'on prend une pièce, on enlève ce qu'il y a dessus, quoi. Et sinon, bah, la cabine d'émaillage, je pense que c'est la meilleure T'as, solution pour pas t'as déjà testé, coller. parce que t'as déjà testé, il y a un produit alors que j'ai pas testé, mais c'est du fixateur. C'est par exemple pour les décors sur émail, tu peux mettre un fixateur. Est-ce que ça peut marcher là-dessus? Et ben, j'ai jamais fait ça. Je sais pas. Donc, si quelqu'un veut tester, essayez et ça peut être intéressant. Mais ouais, j'ai entendu. Bah oui, pour les émaux, il y a le. Comment ça s'appelle? Oui, il y a des MX ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, des sortes de colle, c'est ça dont tu parles? Non, je pense que même en fait, tu as des fixateurs en fait que tu peux, je pense que tu peux, c'est comme des sprays que tu peux mettre sur ton émail quand tu veux faire des Ah, décors sur émail pour ne pas en fait qu'ils partent en poudre, pour ne pas en fait. ah, Et ok. après, tu vois, je me dis peut-être qu'on pourrait le mettre en fait sur le jus d'oxyde pour justement qu'il ne parte pas en poudre quand tu le trempes. Mais après, est-ce que ton émail peut se fixer dessus? Je sais pas. À essayer. Bah, essayez, vous me direz. Ouais, c'est ça. Donc, ton premier conseil, c'était de partir sur le jus de cobalt. Est-ce que tu avais un second conseil? Hum, Je sais pas, protégez-vous. Moi, j'ai une copine qui s'est intoxiquée au cobalt et du coup, ça me traumatise un peu. Du coup, ouais, mettez des gants et un masque. Ok, bon, bah, top. Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu partages ton temps de céramiste? Comment je partage mon temps? Bah, je suis pas tous les jours à l'atelier, clairement pas. Parce que en tant qu'artiste, alors moi, je suis artiste plutôt dans la sculpture, hein, je suis pas potière. Du coup, j'ai quand même un temps de travail, réflexion, comment dire, recherche de projet. Euh, donc, je dirais que je passe allez, deux jours pleins à l'atelier. Puis après, j'ai une journée où je travaille aux Beaux-Arts, où je donne des cours. Et après, à mon avis, il y a d'autres trucs. Après, j'ai mon fils qui me prend une journée Non. avec grand plaisir. Et ensuite, mon autre journée, je dirais, enfin, c'est pas du tout comme ça. Je pense qu'il y a plein de moments où en fait, je fais des après-midi, je suis 2 heures, machin, tout ça. Et après, la journée, c'est de l'administratif, quoi, clairement, hein. Il faut faire des papiers, remplir des dossiers, faire sa comptabilité, Ouais, je faire sais. son site internet, sa communication, enfin, la vie, quoi. La vie moderne. Alors attends, on avait pas mal de petites questions donc, sur les températures et tout. Je voulais juste dire qu'on y avait déjà répondu auparavant. Que ceux qui avaient des questions sur les températures, reprenez le début de la discussion.
Donc, ouais, donc toi, tu répartis ton temps de céramiste comme ça. Donc, toi, tu te dis, t'es pas potière. Comment tu te définis, toi? J'ai pas entendu, pardon. Toi, tu te définis pas forcément comme potière parce que t'es pas potière. Comment est-ce que tu te définis? Est-ce que toi, tu dis que tu es sculptrice? Comment tu te présentes? Euh, quand je suis papetière, c'est pas du tout. Parce que je sais que ça. Enfin, Ah non, non, mais dans le non, monde non, de mais je la comprends. céramique, il y a des fois, il y a des clivages potiers, je sais pas quoi. Ah non. Donc, Franchement, je- franchement, vu les créations que tu fais, t'es pas une potière. Tu vois, tu fais pas des pots, oui, voilà, tu fais pas. je fais pas la vaisselle. En fait, c'est ça Ouais. que je voulais dire. Moi, je suis pas potière. Et pour le grand public, bien souvent, je dis que je suis potière parce que les gens, quand je leur dis que je suis céramiste, ils savent pas trop. Du coup, si je vais chez le coiffeur, voilà, je dis que je suis potière. Mais oui, je fais de la sculpture. Et je fais des instruments de musique et j'aime bien, enfin, moi, comment je fonctionne et en ce moment, parce que je pense que c'est des périodes aussi, je fais des expositions, donc je suis appelée par des institutions, à réaliser des projets, ou je participe à des appels à projets, du coup, pour participer à un festival, ce genre de choses. Donc voilà. Donc les derniers gros trucs que j'ai fait, j'ai participé au Festival international des jardins à Amiens, où là j'ai construit avec mon compagnon une sorte de piano géant, mais en céramique, avec des sifflets qui plongent dans l'eau. Euh, j'ai réalisé une exposition à l'école d'art de Douai, je sais pas si vous connaissez l'école d'art de Elle est Douai. super. J'avais reçu sa. Alors, je sais pas si on dit sa présidente, en fait, la personne qui le gérait, mais justement pour Amélie. parler du prix qu'il propose. Il y avait quelque temps, elle avait intervenu dans un café poterie. Elle était super Ouais, gentille. Amélie. Bah oui, donc voilà, j'ai exposé là-bas, parce que j'ai aussi donné cours il y a quelques années. Et les projets qui se dessinent, je devrais faire un instrument de musique pour une station marine sur le bord de la plage. Donc une sorte d'installation sonore qui va marcher avec le vent, parce que c'est en bord de mer, vraiment. Voilà. Et puis d'autres projets avec Dunkerque, parce que moi j'habite Calais du coup, et à Dunkerque il y a le musée d'art moderne, l'école d'art et une autre structure musicale, la salle de musique actuelle, qui veulent pareil que j'intervienne pour faire un instrument dans l'espace public. Donc voilà, c'est des projets qui se dessinent. Ouais, c'est chouette. Au final, au final, le fait d'avoir vraiment une spécificité fait que les gens pensent à toi pour ces projets bien définis, quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, oui, c'est ça. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais oui, je pense que cette histoire d'instrument de musique, en tout cas en ce moment, c'est ça. C'est un peu. Je pense que ça parle aux gens dans le sens où c'est interactif, où tout le monde peut en jouer. Et puis il y a un côté très magique en fait dans la céramique qui produit un son, quoi. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, Et tu ouais. peux dire que tu vis de la céramique? Aujourd'hui, ouais, ouais, je vis de la céramique, carrément. Mais je vis de la céramique aussi en donnant des cours de céramique. Enfin, je, je vends des pièces, je participe à des expositions et je fais des installations, mais j'ai aussi un côté euh, cours qui me permet d'avoir un truc instable, quoi. Voilà. Je donne cours aux Beaux-Arts de Calais, je fais ça parce qu'en fait c'est juste à côté. Je donne cours aux Beaux-Arts de Calais, qui est juste à côté de mon atelier, et donc voilà, ça me permet d'avoir une stabilité mentale aussi, de me dire que j'ai un petit salaire tous les mois, même s'il est tout petit, mais du coup après qui me permet de Oui, m'amuser en fait, puis d'acheter mon matériel en toute sérénité aussi. ouais, mais c'est bien. Oui, de se mettre moins de pression au final dans la création, et ça, je pense que c'est important. Exactement. Voilà, pas de pression dans la création. Parce que ça, je pense que. Je sais pas si moi je serais bonne en tout cas. Et je donnerais. Enfin, là, je m'amuse vraiment en fait. Je m'amuse dans ce que je fais. Ce qui fait que je pense que si j'avais cette pression de devoir vendre en permanence, de trouver des projets, des expositions, etc., je serais peut-être. Je m'amuserais beaucoup moins, ouais, je pense. Oui. Et en même temps, je m'amuse énormément à donner des cours. Donc, j'ai pas de. Je trouve ça hyper riche. Donc d'ailleurs, c'est ce que je disais en intro. Ben là, au mois de janvier, toi, tu vas donner un stage sur les judoxydes là au studio du Pôle. Donc c'est top. Mhm. Et je pense doit rester une place. Je suis même pas sûre. Franchement, les gens, ils ont été bien emballés par tout ça. Donc c'est top. Ceux qui,
qu'est-ce qu'on peut attendre de ton stage? En gros, qu'est-ce que tu vas enseigner là-dedans? Qu'est-ce que je vais vous apprendre? Bah, plein de trucs. J'espère. J'espère. Non, mais oui, on va pendant ce stage, j'ai envie vraiment qu'on travaille. Enfin, en fait, on va fabriquer des jus d'oxyde ensemble. Voilà, c'est l'idée. De se commencer à se faire une palette. En fait, parce que c'est ça le plus laborieux, je pense que les jus d'oxyde, il faut, enfin, comme dans toute recherche de travail de couleur, il faut d'abord se faire sa palette avant de les appliquer sur ses pièces. Donc, l'objectif du stage, c'est que les gens repartent avec une palette de couleurs et des pistes pour continuer à la travailler. Et puis je pense si on a le temps, enfin je pense que c'est prévu, on essaiera des techniques de décor un peu rigolotes, enfin d'aller un petit peu plus loin dans l'histoire de jus d'oxyde, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bon, ben, c'est top. Pour finir, est-ce que tu peux nous partager 2 livres qui t'inspirent? Des livres d'inspiration, alors ça peut être autant sur la céramique que des livres d'inspiration, je sais pas, de sculpture, tu vois, de choses diverses, de paysages, d'autres choses. Bah du coup, comme tu m'avais envoyé cette question avant, j'ai mes livres sous la main, mais c'est pas très original du coup. Comme on m'a parlé de jus d'oxyde, bah lui c'est la Bible. Achetez-le si vous voulez faire des jus d'oxyde. Et ensuite, moi, c'est ma deuxième Bible, c'est celle-là. Bon, du coup, c'est vraiment pas sexy mon histoire, je suis désolée. Mais c'est mon moulin, voilà, pratique des émaux à haute température. Et ça, c'est aussi une Bible si on veut faire de la couleur. Parce que ce monsieur, il a quand même fait plein de recherches bien chiantes qu'il faut utiliser, voilà, et pas les faire soi-même. Donc, je pense que. Alors, c'est un peu plus technique et un peu plus casse-tête parce que c'est à base de diagrammes comme ça. Donc, ça peut être un peu rude de commencer tout seul ce genre de recherche. Mais, mais en même temps, si on est passionné de céramique, je pense que il y a Ouais, bien des gens voilà. qui apprennent à tourner sur YouTube. Donc, hein, il y en a qui peuvent bien lire un bouquin et apprendre à faire des animaux avec moi, voilà. Voilà. Moi, si vous avez la chance de rencontrer quelqu'un qui peut vous expliquer, ça peut être pas mal quand même. Ouais, Voilà. ça Mais peut débloquer 2, 3 petits trucs. Mais après, c'est ouais, vrai que voilà. franchement, c'est autant l'un que l'autre. Ils ont passé en fait un temps énorme pour transmettre et démocratiser leur savoir. Donc ça, tu vois, c'est rare en fait les personnes je pense, qui donnent autant. Ouais, Il qui faut, sont il dans le faut avoir du partage. temps. Enfin, oui, il faut avoir un temps incroyable pour arriver à faire toutes ces recherches. Mm. Donc chapeau à tous les deux. Et d'ailleurs, ouais, Philippe Pirard, ben, j'avais eu au téléphone. Et il s'est relancé dans une carrière d'écrivain. Donc, pour tous Ah, ceux qui aiment ses livres, vous pouvez le rechercher. Là, je pense plus dans les romans. Ça lui a en tout génial. cas bien plu cette expérience d'écriture de livres. Ok. Bah, c'est drôle ça. Bon, bah, en tout cas, merci pour tout, Lana. Merci pour ce grand partage. Bah, de Et rien. moi, je te souhaite de bonnes fêtes et je te dis après à très vite, début janvier. Ça marche. Bah, merci de m'avoir écouté, tout le monde. Et Et puis, bah, merci bonne à année. tout le monde. Merci d'être là et de nous écouter. C'est bien chouette. Au revoir. Allez, bye bye!